Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast de la Gold Cup, le podcast spécial sur la Gold Cup. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la première demi-finale de cette compétition-là qui s'est disputée hier soir. Donc aujourd'hui, on est le 3 juillet. Donc hier soir, le 2 juillet, heure de l'Est en Amérique du Nord, il y avait ce duel entre Haïti et le Mexique. Je suis rejoint comme d'habitude par un des rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony Devarenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien, ça va très très bien. En tout cas, moi je suis content. Malheureusement, le Canada n'est plus là, mais sauf que je suis en train de savourer ces matchs-là et les voir comme un supporter assez neutre. Puis ça vaut vraiment la peine. Et pour cette demi-finale, bien évidemment, on a ramené nos deux experts. Donc là, en premier, l'expert haïtien, Dimitri Valsin. Salut Dimitri, ça va bien? T'as pas très bien dormi ce soir, de ce qui paraît. Non, là j'ai un peu la gueule de bois, mais bon, on va passer à travers cet épisode sans problème. Parfait. Et Diego, salut Diego, ça va bien aujourd'hui? Salut à tous, ça va plutôt bien, merci. Ça va plutôt bien. Toi, tu es en plein après-midi parce que tu es en Europe, si je me trompe. Oui, exact. Parfait. Donc, Diego, qui est notre expert mexicain, donc ça va être très drôle. Bon, le podcast va être très simple, je vous laisse vous chamailler. Ah, c'est pas si simple que ça. Bon, bref, on va commencer le podcast. Donc, bien évidemment, donc en premier, je veux vous laisser vous exprimer. Donc, en premier, juste parlez-moi un peu de ce que vous avez vu dans ce match-là. En gros, Dimitri, on va commencer par toi. C'est sur une grosse déception, vu que Haïti a perdu donc en prolongation sur un but sur penalty sur le score de 1-0 face au Mexique. Donc, parle-moi un peu de ce match-là, comment tu l'as vécu, tout le match, les points positifs, les points négatifs de ton équipe haïtienne. Les points positifs, c'est je pense que sur les 90 minutes, il y a une résistance défensive quand même, comme on l'a montré à peu près dans tout le tournoi. On est resté en bloc équipe assez compact. C'est sûr qu'on a fait face à beaucoup d'assauts, mais on a résisté. Point négatif, je dirais que dans le dernier tiers, c'était pas trop ça. Le dernier tiers du terrain offensif, c'était pas concluant. Beaucoup d'erreurs techniques, comme on s'était dit hors antenne. De la part des attaquants haïtiens, beaucoup de déchets. Puis, bien entendu, mon point d'interrogation de ce match, puis c'est peut-être là qu'on aura des débats, c'est le penalty. Franchement, je sais pas quoi penser de ce penalty. Je peux vous dire en tout cas que le sentiment en Haïti, c'est certains se sentent un peu floués par cet arbitre sur cette action en particulier. Mais bon, on en reparlera. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voulez qu'on parle du penalty maintenant, on y consacre 5 minutes et ensuite on parle du match, ou alors vous voulez qu'on parle du match et ensuite on parle du penalty? Tu peux commencer. C'est free for all, comme on dit. Donc, vas-y. Parlons du penalty. Tu peux répondre à Dimitri. On va parler du penalty parce que c'est l'action la plus décisive du match. En fait, finalement, celle qui a un peu décidé de l'issue du match. Qu'est-ce que tu vois, en fait, toi, Dimitri, dans cette action? Je vois que les deux joueurs essaient de jouer le ballon. Donc, vous savez, les contacts au foot, ça arrive, mais de là à appeler un penalty, je sais pas. Qui touche le ballon? Pardon? Qui touche le ballon sur l'action? C'est le Mexicain, je pense, mais... Et Hervé Basile, il fait quoi, Hervé Basile? Mais Hervé Basile essaie de jouer le ballon. Ouais, mais... En tout cas, il essaye et il rate, trouve en fait. Il rate le ballon. Et par contre, ce qu'il ne rate pas, c'est le pied de Raúl Jiménez. Alors moi, je trouve que le penalty est très compliqué. C'est très, très dur pour les Haïtiens. C'est normal d'accepter ça. Le fait est que Hervé Basile est en retard sur l'action. Le premier à toucher le ballon, c'est Jiménez. Et ce que fait Basile, c'est finalement toucher le pied du Mexicain. Donc c'est très dur. Moi, je suis convaincu que si ça avait été dans le sens inverse, j'aurais eu du mal à accepter. Mais c'est typiquement, je pense, les actions qui sont même au VAR. Tu pourras pas dire penalty ou pas penalty. C'est forcément l'appréciation de l'arbitre. Du coup, c'est un débat interminable. Mais en fait, c'est un débat interminable parce qu'on va toujours rester dans notre camp, mais... moi, j'ai pas de camp, moi. Moi, je dis juste qu'il y a un contact. Enfin, mon avis personnel est finalement pas important. Moi, je dis juste qu'il y a un contact du joueur haïtien sur le joueur mexicain. C'est très dur de siffler. C'est très dur de siffler, mais d'un autre côté,
le joueur est en retard sur le défenseur et c'est finalement l'application de la règle. Je comprends. Je crois qu'aussi à un tel stade du match, à 0-0, demi-finale, je ne sais pas si. En tout cas, c'est peut-être mon émotion aussi qui entre en ligne de compte parce que franchement, moi, j'ai trouvé ça un petit peu injuste. J'ai trouvé que non, mais c'est dur. Franchement, on aurait pu être un petit peu plus clément parce que c'était 50 ans. Oui, Basile est en retard sur le jeu, mais il ne cherche pas à blesser le joueur. Il va chercher une forme de chercher le ballon. Il y a énormément de fautes qui sont involontaires et qui finalement viennent quand même finalement. Et peut-être qu'il aurait été plus facile pour l'arbitre, je pense, de siffler la main d'Alex Christian en première période. Là, il y avait faute, il y avait faute de main et il n'y a pas eu pénalty pour le Mexique. Il y a aussi eu ensuite un tacle du gardien sur Uriel Antuna. Il y aurait très bien pu avoir pénalty. Donc finalement. Ça là-dessus, sur ce tacle-là, je pense que c'était bien joué, c'est fut jeu de la part du gardien, il a fait ce qu'il devait faire, mais bon. Voilà, c'est dur. Moi, je pense que la conclusion, c'est que c'est dur pour Haïti. Ouais. Il y a une règle quand même qui est appliquée. Et si c'était, par exemple, dans le sens inverse, qu'est-ce qu'on aurait dit? Parce qu'en fait, on est un peu dans la position où on aime bien supporter l'équipe la plus faible, entre guillemets. C'est un peu la position souvent qu'on va avoir. Et donc, du coup, forcément, on est déçu, quoi. Mais si c'est dans le sens inverse, mais je suis sûr qu'on se dit qu'il y a peut-être pénalty, quoi. Voilà, je pense, j'écoutais des bribes de Football Picante, qui est une émission au Mexique qui est très connue. Et même eux avaient de la difficulté à appeler ça. Ouais. Ils sont tous en désaccord, ouais. Ouais. Même ils avaient la difficulté à les terminer. Les amis, on revient à nos moutons. Donc, en premier, Diego, tu as parlé du penalty, c'est parfait. Maintenant, parle-nous un peu de tes impressions de ce match-là. Alors, il faut dire que c'est un match assez typique CONCACAF, j'ai envie de dire, pour le Mexique. C'est-à-dire que le Mexique a eu le ballon, il me semble, plus de 70% du temps et a tenté de nombreuses incursions avec un bloc extrêmement bas. La plupart du temps, il y avait 9 joueurs haïtiens dans les 30 derniers mètres. Mais les Mexicains sont prévenus de ce genre de match. Ils sont censés savoir que ça va jouer comme ça, donc ils sont censés trouver les parades. Donc sur les 9 matchs de Tata Martino depuis le début de l'année, c'est clairement le pire match du Mexique. Parce que, en fait, en première période, ils ont quand même eu de nombreuses occasions. Ils ont réussi vraiment à s'infiltrer dans la défense haïtienne. Et en deuxième période, ils ont perdu leur football. On avait l'impression qu'ils avaient presque accepté qu'en fait ce match allait aller en prolongation, tellement la défense haïtienne était solide. Donc voilà, à côté de ça, il y a des individualités qui n'ont pas rassuré, des individualités déjà dont on pouvait questionner la place dans l'équipe type. Je pense notamment au très jeune Alvarado sur le côté droit. Moi, j'ai toujours un petit problème avec Jonathan Dos Santos, mais voilà, en fait, avoir aussi peu de joueurs au milieu de terrain, est-ce que c'était aussi nécessaire? Donc voilà, un match extrêmement compliqué déjà parce que en face, c'était un bloc extrêmement resserré, mais le Mexique est censé savoir que c'est comme ça. Ouais, mais c'est ça. Mais malgré tout, donc, si je comprends bien ce que tu essaies de dire, donc, pour toi, les Mexicains ont mal géré cette rencontre-là parce qu'ils n'ont pas su déjouer ce bloc haïtien et puis trouver des options un peu plus facilement par rapport à ce bloc haïtien. Ça, c'est le problème après du Mexique, très souvent. Enfin, je veux dire, là, le Mexique a joué 9 matchs depuis le début de la saison. Ils ont mis, alors sans compter le match contre Cuba où ils ont mis 7 buts, mais la plupart des matchs, ils ont mis 3 buts. Mais c'est parce que c'est face à des équipes qui jouaient un peu plus. Je pense aux matchs amicaux contre le Chili, contre le Paraguay, contre le Venezuela. Et là, du coup, alors c'est pas une excuse à trouver, au contraire, ils auraient dû savoir que ça allait être comme ça. Mais le Mexique ne sait pas jouer contre des équipes très basses, aussi parce qu'ils sont pas forcément efficaces dans les airs. Le seul joueur qui est bon vraiment dans les airs, c'est Raúl Jiménez, l'attaquant des Wolverhampton. Mais sinon, les autres joueurs ne sont pas des joueurs de tête, et donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué. Et après, il faut se dire qu'il y a des joueurs il y a eu très peu de tentatives de loin, alors qu'au bout d'un moment, il faut quand même se dire, on va pas pouvoir rentrer avec le ballon dans les cages, notamment Rodolfo Pizarro, qui est un énorme joueur, absolument élégant, technique, etc. Mais il ne frappe jamais, il veut toujours rentrer, on a l'impression qu'il veut rentrer dans les cages avec le ballon. Donc voilà, c'est savoir déjouer ce genre de match. Ils sont confrontés de nombreuses fois à ce genre
de matchs. C'est pas la première fois. Au bout d'un moment, il faut quand même accepter de moins vouloir rentrer dans les cages avec le ballon, quoi. D'accord, parfait. Donc, un peu le problème qu'Arsenal avait en Premier League pendant plusieurs années sous Wenger. Je comprends ce que tu veux dire. Anthony, tu es le seul qui n'a pas encore parlé. Parlons un peu de ce match-là. Je suis désolé, mais c'était intéressant de voir le gros débat entre nos deux experts. C'est ça que je voulais dans ce podcast-là. Mais j'aime bien écouter ton avis, qui est un avis beaucoup plus neutre, bien évidemment. Ouais, en fait, là, j'ai vraiment aimé qu'est-ce que j'ai vu d'Haïti. C'est à l'entendre de la rencontre, j'avais peur que face à une grosse nation comme le Mexique, ça craque. Et finalement, je suis vraiment satisfait par Haïti. Ça n'a pas craqué. Et vraiment, là, j'aimerais vraiment mettre un joueur en lumière. Là. Jim Geffrard, là, au début de la compétition, il n'était pas dans le 11. Il est rentré à la place de Méchac Jérôme. Vraiment sorti sur blessure dans la première rencontre. Et vraiment, là, depuis cette première rencontre, là, il l'a remplacé de brillante façon. Et vraiment, là, il vient de prendre pour moi une place de titulaire avec la sélection haïtienne. Lui qui va bientôt continuer sa saison en USL, ça va être un nouveau joueur de USL. Et vraiment, là, il va rentrer à bloc vraiment aux États-Unis. Il a été exceptionnel, je trouve, durant la compétition. C'est le genre de joueur que on voit pas beaucoup sur le terrain, mais il fait aucune erreur. Vraiment, il reste solide. Vraiment, le duo Jean-Baptiste Geffrard, là, je pense que c'est un des duos de défenseurs centraux les plus solides dans cette Gold Cup. Je parle vraiment, je me base vraiment sur les performances et non pas la renommée. Là, c'est vraiment exceptionnel qu'est-ce que ces joueurs-là ont fait. Mais c'est vraiment tout le bloc défensif haïtien, là. Et si j'aurais un point négatif à donner sur cette Haïti, ça serait vraiment l'entrée de Derek Etienne. J'en entendais beaucoup plus. Il y avait des joueurs, ils avaient des 70, des 80 minutes dans le pied et étaient plus juste techniquement. Vraiment, il a manqué, je crois, de sang-froid et c'est peut-être à cause de ça qu'Haïti est éliminé aujourd'hui. D'accord, parfait. Avant de revenir sur la prestation de Derek Etienne, qui nous intéresse beaucoup, étant un site web qui s'occupe bien évidemment du soccer américain, dont la MLS, on va commencer en premier par parler de ce que Marc Collat, l'entraîneur haïtien, a dit en conférence de presse. Dimitri, il a dit comme quoi il manquait beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de blessés et que finalement des joueurs qui n'ont pas pu jouer. Est-ce qu'il parlait de Jérôme Méchac ou il y a quelqu'un d'autre aussi qui visait particulièrement? Il visait Kevin Lafrance aussi, mais lui, il n'était pas blessé, il pouvait pas. En fait, il devait signer dans un nouveau club, donc il n'a pas accepté la sélection. Sinon, je sais que Dukens Nazon avait des pépins physiques depuis le début de la compétition. En fait, je l'ai su hier là, que semble-t-il qu'il a joué les 2 derniers matchs sous infiltration là. Donc ça, c'est peut-être de ça dont il faisait référence. Et puis également Hervé Basile qui est pas entré dans la compétition à 100% physiquement. Donc c'est probablement de ces joueurs-là dont il parlait lorsqu'il mentionnait l'état physique de son équipe. Oui, effectivement, ça doit être ces joueurs-là, bien évidemment. Il ne faut pas oublier aussi que oui, tu as parlé de ces joueurs-là qui manquaient. Et Kevin Dukens Nazon, effectivement, et parce qu'on lui a posé la question durant la conférence de presse et il a dit pourquoi vous avez sorti Dukens et puis il a dit c'est très simple, c'est lui qui a demandé à sortir. Il se sentait plus bien, il était plus capable de donner quoi que ce soit, il avait trop mal, puis il a dû sortir. Donc oui, peut-être. Mais je pense que ça fait partie des aléas d'une compétition. Il va toujours y avoir des blessés. C'est comme ça. Malheureusement, c'était un de vos meilleurs joueurs, si ce n'est votre meilleur joueur. Il faut savoir trouver des options et une façon de contourner ça, en fait. Ça, comme je disais, Dukens, c'est un peu le cœur de l'équipe. Donc, c'est sûr que lorsque tu perds un joueur comme ça, et surtout en prolongation, ça aurait peut-être aidé à faire une différence. Mais non, c'est ça. Quand tu peux plus, tu sors. Et puis, malheureusement, Derek Etienne, cette fois-ci, n'a pas été à la hauteur. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'en suis certain. Cette équipe-là a montré beaucoup de promesses et a fait sourire beaucoup le peuple. Là, ça, c'est clair. Si je peux me permettre, sur Haïti, parce que du coup, moi, j'ai parlé du Mexique et moins d'Haïti.
Évidemment, enfin, je veux dire, c'est super hein, la compétition qu'a réalisée Haïti. Moi, j'étais quand même un petit peu déçu lors du match contre le Mexique parce que finalement, c'est quand même des joueurs qui jouent au ballon. On l'a vu contre le Canada. Et finalement, j'ai trouvé que dans le jeu, alors évidemment, ils ont été héroïques en défense, etc. Évidemment qu'ils ont, mais finalement, mettre l'autobus, c'est quand même une stratégie, c'est pas la stratégie la plus compliquée. Et je les ai trouvés un peu décevants lorsqu'il fallait exploiter les ballons. Et donc, du coup, finalement, enfin, on n'en parle pas, mais la première occasion véritable de Haïti, c'est à la 119e minute quand même. C'est la frappe sur la barre. Donc, finalement, on peut être déçu, mais quel était l'espoir d'Haïti si ce n'est celui d'aller jusqu'au tir au but? Ouais, non, ben, je le voyais clairement comme ça, moi, au fur et à mesure que la rencontre avançait, même après le penalty, là, très clairement, on a vu, on a essayé de mettre l'équipe un petit peu plus vers l'avant, mais on dirait que les joueurs ne trouvaient pas de solution, on dirait qu'il y avait pas, il manquait de vision aussi offensive. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le pied. Nazon a été, comme Nazon a été décevant en fait lors du match, donc visiblement il avait des soucis physiques, mais je pense que, j'avais l'impression que c'était un peu lui un des leaders techniques et il a été très décevant selon moi et c'est une des raisons pour lesquelles tu pouvais pas exploiter le peu de contres que tu as eu quoi. Et donc voilà, finalement en termes de déception, évidemment c'est le scénario qui est cruel, mais il y a eu très peu de possibilités pour Haïti si on est sérieux. Oui, Diego, on est d'accord. Il ne faut pas oublier que tu as un ogre mexicain en face. On s'entend que Haïti ne pouvait pas venir jouer son jeu, le même jeu qu'elle joue contre Saint-Lucie. Il faut être lucide de ce point de vue-là. Hein. Moi, je pense qu'ils auraient pu mieux exploiter certains contres à un moment donné, dans seconde période notamment. Je comprends, parce que toi, tu vois ça comme un match comme un autre. Tu vois ça du côté mexicain avec une certaine lucidité mexicaine. Malheureusement, quand tu es une petite nation comme Haïti, pour qui vient d'avoir le meilleur résultat de son histoire en Gold Cup, ils voient ça contre la meilleure équipe de la région et même si elle n'a pas ses meilleurs joueurs, ils voient ça comme David contre Goliath. Donc, ils vont sûrement marquer le but. C'est impossible qu'ils fassent autrement. Donc, moi, il n'y a pas de problème, mais justement, à un moment donné, il y a eu des possibilités en contre. Et je pense qu'ils n'y ont pas cru alors qu'il y avait vraiment la place en deuxième période. Au moment où le Mexique a vraiment été moins bien. Alors là, moi, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a certaines situations, tu vois, il y a à un moment donné, il y a des situations où ils sont en 2 contre 1 ou en 3 contre 2 et puis on voit qu'il y a certaines. Exactement, il y a des passes qui s'en vont directement dans le vide et le joueur ne fait pas l'effort supplémentaire pour aller chercher le ballon. C'est comme si on se comprenait plus sur le terrain. Donc, en tout cas. Voilà, il y a eu aussi beaucoup de déchets techniques. On en a parlé beaucoup de déchets techniques et c'est ça qui est le plus décevant. N'est-ce pas, Anthony? Est-ce que toi, tu as vu plusieurs contre-attaques, je pense, qui ont été avortées à cause du déchet technique des Haïtiens, mais je pense qu'ils étaient fatigués. Ils ont tellement donné durant ce match contre le Canada. Je pense qu'ils étaient à court, qu'ils n'avaient plus de gaz, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Oui, exactement. Et même, il y aura une action qui reflète vraiment qu'est-ce qu'on a dit. Là. C'est à un moment, je crois que c'est Hervé Basile, il court en contre-attaque et il vient pour passer à un autre joueur, je ne me souviens plus trop c'est qui. Il fait une passe, mais la passe, ça va n'importe où. Il reste à terre 10-15 secondes. Vraiment, les Haïtiens n'en pouvaient plus parce qu'ils ont vraiment travaillé très, très fort défensivement, mais malheureusement, à cause de cela, là, rendu à l'attaque, là, il n'avait plus d'énergie. Oui, exactement. C'est ce que je pense aussi. Il y avait un gros manque d'énergie du côté haïtien. On l'a vu des fois, j'en parlais hors onde, des fois on voyait l'attaquant haïtien, que ce soit l'ailier, que ce soit l'attaquant de pointe ou qui que ce soit, ils arrivaient, il y avait une grosse possibilité de contre, puis ils visaient même pas le ballon en donnant la passe parce qu'ils étaient à bout. Ils ont fait beaucoup d'efforts défensifs aussi. En tout cas, c'est vraiment dommage. Mais revenons sur, parce que on vous a laissé parler un peu du penalty. Anthony et moi, on n'a pas encore pris la parole par rapport à ça. Je vais laisser la parole à Anthony. T'as pensé quoi de ce penalty? Parce que c'est vrai. C'est un sujet de controverse maintenant. Est-ce que tu penses que c'est logique que ce soit un sujet de controverse? Donc, en fait, est-ce que tu es Team Diego ou Team Dimitri? En fait, moi, je suis un peu entre les deux. C'est sûr que sur l'action de même, j'étais un peu dégoûté par Haïti.
c'est vraiment, au vu du match, au vu des efforts qu'ils ont mis, c'est vraiment crève-cœur, c'est désastreux, c'est cruel de perdre sur un penalty comme ça. Mais en même temps, comme a dit Marc Collat en entrevue, personnellement, il a dit personnellement, pour moi, ce n'était pas un penalty, mais si j'étais dans le camp inverse, je crois que je dirais l'inverse. Et c'est vrai, c'est vraiment un penalty qui est vraiment mitigé. Vraiment, ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre et je crois qu'on n'aurait pas pu critiquer. Et rendu là, si l'arbitre a jugé que c'était penalty, je crois qu'on peut être d'accord avec cela car vraiment c'est entre les deux. Là. Je crois que si ça n'aurait pas été penalty, sûrement qu'au Mexique, il y aurait eu des critiques également. Donc, vraiment, je suis un peu dégoûté de la façon que le but a été marqué, mais vraiment, je peux pas en vouloir à l'arbitre. Exactement. Moi, mon avis est un peu plus tranché que ça. Pour avoir vu la façon dont l'arbitre a arbitré ce match-là, il a appelé vraiment presque toutes les fautes, des fautes minimes et ainsi de suite. Pour moi, quand j'ai vu la faute, je me suis dit, OK, cet arbitre, il va siffler penalty parce qu'il a tout sifflé depuis le début du match. Donc, pour moi, j'étais pas vraiment, je pensais pas que c'était un sujet de controverse parce que l'arbitre a été constant de ce point de vue-là en appelant tout. Et effectivement, c'était un penalty. Il y avait une petite faute, elle est très minime, mais ça reste une faute qui peut être appelée comme ne pas être appelée. Mais cet arbitre-là, si jamais il l'avait pas appelé, il n'aurait pas été constant sur le reste du match. Donc moi, de mon point de vue, selon ce que l'arbitre avait montré depuis le début du match, c'était un penalty sans aucun doute. Après, comme j'ai dit, tout dépend un peu. Malheureusement, la FIFA essaie d'enlever le côté un peu subjectif des arbitres. Malheureusement, il est encore là, il va toujours rester là. C'est ça le foot. Il y a un côté subjectif et l'arbitre fait partie des acteurs qui peuvent avoir une façon de voir les choses subjectives. Et on a vu le parfait exemple maintenant. Passons finalement au point de vue du Mexique. J'aimerais un peu plus parler. Diego a touché un mot. Point de vue du Mexique qui devrait être un peu plus habitué à contourner ce genre de bloc et ainsi de suite. Est-ce que, on sait que le Mexique est le favori numéro 1, mais est-ce qu'après avoir vu ces matchs-là, le Mexique qui a du mal contre la Martinique, le Mexique qui a du mal contre le Costa Rica, le Mexique qui a du mal contre Haïti, est-ce qu'on a le droit d'être un peu déçu, voire un peu craintif pour cette finale? Dépendamment de qui va se qualifier en finale, que ce soit la Jamaïque qui est une équipe très défensive ou bien les États-Unis qui est une équipe qui joue quand même. Qu'est-ce que tu penses, Diego? Est-ce que tu es un peu craintif par rapport à cette finale-là? Déjà, tu m'as demandé si on pouvait être déçu. Oui, on peut être déçu. Tout simplement parce que le jeu n'est pas au rendez-vous comme ça aurait pu être le cas lors des matchs de préparation. Mais finalement, en fait, je me dis que le Mexique a plus de chances de remporter un match contre les États-Unis, une équipe qui serait moins regroupée en défense, que face à une équipe comme celle d'Haïti. Après, craintif, non, je suis désolé, mais le mot craintif, c'est un mot un peu gros. Et puis d'un autre côté, faut relativiser. Si le Mexique ne gagne pas cette Gold Cup, c'est pas non plus une catastrophe. Mais je pense qu'il y a plus de chances que le Mexique joue un meilleur jeu contre les États-Unis ou voire même la Jamaïque que face à des équipes regroupées comme ça a été le cas contre Haïti ce mardi soir. Mais faut pas oublier que la Jamaïque aussi est une équipe, surtout face aux grosses nations, là, très, très, très défensive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que face aux plus petites nations, elle peine à gagner et d'ailleurs va se retrouver en Ligue des Nations. Donc vraiment, moi, je serais le Mexique, j'aimerais vraiment mieux, j'aimerais plus affronter les États-Unis que la Jamaïque. On est d'accord. Moi, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis que contre les États-Unis, il y a plus de chances de pratiquer un jeu comme ils savent le faire et d'avoir beaucoup plus de chances de marquer que contre des équipes regroupées. C'est presque une évidence, surtout dans le foot actuel où les défenses prennent souvent le pas sur les attaques. Ouais, exactement. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, il y a une chose qui m'a fait un peu tiquer sur ce que tu as dit. Tu as dit comme quoi, si jamais le Mexique remporte pas cette Gold Cup, c'est pas la fin du monde.
Et c'est ce que tu l'avais dit au début lors du podcast de présentation de cette équipe mexicaine. Tu l'avais dit au début comme quoi au Mexique, cette Gold Cup-là, le monde s'en fout un peu. Par contre, les Mexicains aux États-Unis, ils s'en foutent pas du tout. La preuve, ils arrivent en grand nombre pour voir El-Tri disputer ces matchs. Est-ce que je pense que la raison pourquoi tu dis ça, c'est bon, parce que le Mexique a quand même atteint la finale, donc qu'ils perdent la finale, c'est pas la fin du monde. Si jamais ils s'étaient éliminés au premier tour, au deuxième tour, là, ça aurait été un peu différent. Là, ça aurait été un peu plus une honte. Mais maintenant, arriver en finale, qu'ils la gagnent ou pas, je pense que les Mexicains s'en foutent un peu. Oui, puis finalement, c'est comme d'habitude, c'est que le Mexique est toujours sur un cycle de 4 ans. Voilà, à chaque fin de Coupe du Monde, il faut préparer la prochaine Coupe du Monde. Et les Gold Cup, au milieu, sont des étapes nécessaires, plus des étapes de sélection de joueurs. Là, il y a des joueurs qui vont sortir de cette sélection, ça c'est sûr. Il y a des joueurs qui vont re-rentrer, il y a des joueurs qui ont confirmé. Voilà, c'est avant tout à ça que sert la Gold Cup, surtout que depuis que la Gold Cup ne qualifie plus pour la Coupe des Confédérations. Ouais, exactement. Et en plus, donc, si je comprends bien, c'est comme un camp de sélection pour vous, cette Gold Cup. C'est cette Gold Cup lors des années, comme maintenant, comme oui, mais c'est-à-dire que si elle se fait éliminer, si elle perd en finale, quoi qu'il arrive, l'équipe va se faire démonter. Mais je veux dire, c'est comme toute équipe latino-américaine. Enfin, je veux dire, pensez pas que là, les Mexicains sont au pays, ils sont contents. Là, l'équipe s'est fait démonter hier, quand même. Dimitri, tu me disais que tu écoutais Football Picante, et la plupart des observateurs taillent en pièces l'équipe. Mais il faut quand même savoir relativiser. Je veux dire, c'est juste un match contre Haïti. C'est juste une Gold Cup. Il y en a tous les 2 ans, la Gold Cup. Donc la Gold Cup, c'est pas non plus la compétition phare pour cette sélection. Et il faut savoir un moment réfléchir et se poser, quoi. Voilà. Parfait. Et toi, Anthony, est-ce que tu trouves légitime le fait que le Mexique, aux 4 ans, finalement, c'est aux 4 ans, mais il y a une compétition sur 2 de la Gold Cup qu'elle un peu néglige un peu. Est-ce que tu trouves ça normal pour la Gold Cup? Selon moi, c'est décevant c'est un peu un manque de respect pour les autres nations qui y participent. Mais en même temps, je comprends. Je peux comprendre pourquoi le Mexique fait ça. Ça permet vraiment à d'autres joueurs de pouvoir prendre de l'expérience en sélection. Mais vraiment, c'est sûr que, admettons, je suis une nation comme les États-Unis ou le Canada, je me dis, coudonc. Les États-Unis doivent penser. Enfin, je suis désolé, mais les États-Unis, leur objectif, c'est de reformer une équipe compétitive dans le but de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde et de jouer un bon rôle dans la prochaine Coupe du Monde. Ouais, mais c'est ça l'objectif principal. Non, mais en fait, c'est là où je vais te reprendre, Diego. N'oublie pas que les États-Unis ont leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Hein. Donc, dans la sélection, c'est pas comme le Mexique qui est le Mexique, ils ont leurs meilleurs joueurs. Mais ils ont leurs meilleurs joueurs possibles. C'est ça. Non, mais le Mexique, ils ont de nombreux blessés, de nombreux joueurs qui ont refusé la sélection. Donc là, c'est la meilleure sélection possible à aligner que le Mexique a aligné quand même. Et finalement, les joueurs ne manquent pas du tout de respect à leur adversaire. Je veux dire, hier, le Mexique n'a pas sous-estimé son adversaire. Ils ont joué le jeu à fond et se sont juste retrouvés face à une superbe défense. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as dit refuser la sélection. Pour moi, c'est quand même c'est ça que Anthony essayait de dire. C'est là où il y a un peu un manque de respect. Parce que si jamais, on verra jamais un Mexicain refuser la sélection lors d'un match de Coupe du Monde, ou bien alors si jamais le Mexique se retrouvait comme par magie à l'Euro, je vois très mal un joueur, même si ça se joue aux 2 ans, refuser l'Euro, par exemple. Ouais, mais comme tu viens de le dire, c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro et c'est tous les 4 ans, c'est compétition. Donc, Mais même si c'était aux 2 ans, je pense que c'est ça qu'Anthony essaie de dire, que c'est quand même une sorte de manque de respect, que les autres nations peuvent le voir comme ça. Après, je sais que toi, tu le vois pas comme ça parce que toi, tu es Mexicain. Donc, non, mais moi, je suis pas Mexicain. Enfin, je veux dire, je parle comme un journaliste qui analyse les choses. Je suis pas là pour défendre qui que ce soit, moi, je dis juste les joueurs qui sont sur le terrain, là, ils jouent sérieusement, pour le coup. Il n'y en a aucun qui manque de respect à qui que ce soit. Si l'Haïti a fait match nul, c'est parce que ils sont. Après, s'il faut parler des autres comme Carlos Vela, Chicharito, oui, là, dans ces cas-là, oui. Mais c'est même des joueurs qui sont même pas sûrs d'être à la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est aussi ça. Faut réfléchir sur 4 ans.
Excellent. Donc, passons pour le reste donc de ce podcast-là. Donc, est-ce que par rapport à Haïti, est-ce que Haïti peut être déçu ou est-ce qu'il faudrait dire bravo Haïti, tu as fait ce que tu as pu. Puis je pense que cette équipe mexicaine était pas prenable malheureusement dans ce match-là. T'en penses quoi, Dimitri? Moi, de mon côté, je trouve que vraiment, écoute, Haïti a fait exactement ce qu'il fallait. Je pense pas qu'elle aurait pu battre cette équipe mexicaine, surtout avec les joueurs disponibles, les joueurs non blessés, les joueurs blessés. Je sais pas ce que tu en penses. Honnêtement, moi, je suis d'accord avec ça. Honnêtement, Haïti a fait ce qu'il devait faire et il a fait ce qu'il a pu face à une équipe qui est à tout point supérieure à elle. Ils ont donné cœur, âme, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire en fait. Ils ont pas ménagé les efforts et puis malgré tout, malgré les blessés, malgré des situations inconfortables par rapport à certains joueurs au niveau physique, ils s'en sont sortis quand même avec honneur, la tête haute. Puis franchement, ils n'ont pas à rougir de cette performance. Je dirais du début de la compétition, je pense. À partir de la deuxième demi de Bermude, Haïti jusqu'à maintenant, franchement, ils n'ont pas à rougir de leur performance et puis chapeau bas à toute l'équipe, là, franchement. D'accord. Anthony, tu en penses quoi? Ouais, non, à Haïti, pour elle, là, ils ont fait une compétition exceptionnelle et vraiment s'être rendu en demi-finale. Là, et j'espère pour eux que tous les joueurs sont fiers parce qu'on se rappelle que, comme dit Dimitri, on se rappelle que à travers ses tweets, à travers le premier et même le deuxième match, là, parfois, il ne semblait pas très confiant, hein, Dimitri? Ouais, non, je suis un petit peu dans l'inquiétude, mais franchement, non, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, surtout plus le tournoi avançait, plus tu voyais que les joueurs étaient motivés, ils étaient investis d'une mission. Puis, ben, écoute, ils l'ont fait comprendre sur le terrain, en tout point, physiquement, dans la concentration. C'est juste dommage que à la fin, face à une équipe comme le Mexique, ben, on n'ait pas été capable de développer un petit peu plus le football qu'on a l'habitude de pratiquer, mais somme toute, ils sont pas à blâmer. Franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Dimitri, on est d'accord que l'objectif là, c'est tenter de se qualifier pour l'hexagonal. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais la phase de qualification pour la Coupe du Monde. Ouais. Alors là, c'est clair que l'objectif a changé. Effectivement, d'être dans les six derniers de la CONCACAF va c'est être faisable. Hein. Oui, c'est faisable et ça va être une des exigences haïtiennes très certainement. En tout cas, les médias haïtiens et tous les analystes haïtiens vont demander ça de l'équipe. Je pense qu'ils ont de quoi faire ça. Ouais, parce qu'il va falloir quand on fera un débrief de cette Gold Cup, il y a quand même un enseignement à prendre là, je trouve, c'est que les îles des Caraïbes sont vraiment en train de prendre je trouve la possession, en tout cas, en train de progresser par rapport aux équipes d'Amérique centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des micro-États comme Curaçao, et il y a même des îles comme Haïti qui progressent énormément par rapport à des équipes comme Honduras, où c'est la crise totale, Salvador, où il y a zéro football, et Nicaragua, où il y a zéro football. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de place à prendre, je pense, au prochain hexagonal. Enfin, vous l'appelez comment? Moi, je suis d'accord. Le Hex, ouais, le Hex. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi en ce sens-là. Je pense que aussi le renouveau haïtien s'explique en plusieurs points. La première chose, c'est que la fédération s'est vraiment concentrée à faire une stratégie qui vise à aller chercher des binationaux et à intégrer quelques joueurs locaux dans l'équipe. Et ça a été réussi. Ils ont pu prendre tous les joueurs ou presque tous les joueurs qu'ils voulaient. Il nous manque juste Jean-Kévin Augustin. On se croise les doigts pour lui. Mais c'est ça. Sinon, franchement, c'est vers là que se dirigeait la fédération. Ils ont réussi à faire cette étape-là. Et ensuite, c'est de créer un groupe. C'est pas simple avec des joueurs qui viennent de peu partout dans la diaspora et qui viennent de l'intérieur du pays et qui parlent souvent pas la même langue. Bizarrement, pas tous ne parlent créole, même s'ils peuvent probablement le comprendre, mais certains sont francophones, d'autres sont anglophones. Donc, de créer un esprit dans cette équipe a été très dur et ça a été fait de main de maître. Et maintenant, on a le résultat que ça donne sur le terrain parce que maintenant, on voit que Haïti s'est aussi donné une identité de jeu. Et ça peut aller très loin dans les compétitions CONCACAF. Donc, voilà. Exactement. Donc, on attend. Donc, comme vous le savez, du côté haïtien, on est déjà passé à autre chose. Donc, on pense déjà à rêver du ex. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça veut dire que, bon,
finalement, ça a répondu à la question que j'ai posée par rapport au fait, est-ce que Haïti doit être content? Et je pense que oui, les Haïtiens, après avoir pris du recul par rapport à cette demi-finale, sont contents de leur prestation. Anthony, tu as quelque chose à rajouter? Je n'ai pas pris ton avis par rapport à ça. Non, vraiment, là, Dimitri, je crois, a tout dit sur Haïti. Là, on a vu le potentiel de cette équipe et même à travers la Ligue des Nations, on a vu que même face aux plus petites équipes, elle est capable de l'emporter. Contrairement à, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une Jamaïque. Donc, elle est capable de jouer très défensivement en contre-attaque face aux gros et contre les petites, elle est capable d'être un peu plus offensive. Donc, vraiment, là, on dirait que Haïti, c'est comme un mix parfait dans cette CONCACAF. Là. Parfait. Ben, excellent. Je pense que tout a été dit par rapport à cette demi-finale-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à ajouter. Commençons par Diego. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben, écoutez, je pense qu'on a été complet. C'était un très bon podcast, donc rien à ajouter. Parfait. Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dimitri, quelque chose à ajouter? Oui, un petit quelque chose quand même, parce que certains pensent que le football, c'est qu'un sport, mais à travers cette équipe haïtienne, franchement, on a vu que c'est peut-être la solution à un problème de société que nous avons. Je sais que j'y fais souvent référence, mais franchement, pour un pays comme Haïti, c'est compliqué. Donc, de voir cette équipe allier des gens de tous les horizons de la communauté haïtienne, qui soient du Canada, des États-Unis, de France, même du Japon, dans le cas de Zachary Rivo qui est né là-bas, et des gens qui sont d'Haïti même, ça montre que il y a une société qui peut changer. Et puis le peuple haïtien s'est reconnu en cette équipe et on l'a vu célébrer à travers cette compétition-là avec cette équipe-là. Donc c'était quelque chose de beau et on espère que ça va être le déclencheur de quelque chose de nouveau dans le pays. Un super beau message de la part de Dimitri. Effectivement, c'est ce qu'on aime au foot. Le foot rassemble et le soccer rassemble. Et ça, ce qu'on aime voir, il rassemble tout le monde, tous les immigrants, les immigrés, et ainsi de suite. Et puis, ça, ce qu'on aime dans la beauté de ce sport-là. Ben, écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bravo à Haïti. Donc, bravo à toi, Dimitri. Merci beaucoup d'avoir été là durant toute cette compétition. Puis, Diego, bien évidemment, on va sûrement se reparler pour la finale. Peut-être, j'espère pour que tu seras disponible pour qu'on puisse faire un podcast ensemble. Dans tous les cas, merci à tous les auditeurs d'avoir été là de jour en jour. Puis à la prochaine sur Culture Soccer. À la prochaine, on se retrouve au Mexique, Jamaïque. Merci beaucoup, merci. Bon, et là, il lance sa petite prédiction juste après. Juste après, ben parfait. On attendra. Donc, on va refaire la conclusion comme il faut. La Jamaïque et les États-Unis qui jouent ce soir. Donc, je pense que Diego veut dire que la Jamaïque va battre les États-Unis. On verra bien. Bon, bref, c'est ce soir. Soyez à l'écoute. Demain, on en parlera, bien évidemment, avec Antoine Latran et Anthony de Varenne. Merci aussi à toi, Anthony. Mais merci à toi, Adi. Vraiment, là, je suis pratiquement triste que cette Gold Cup tire à sa fin. Là. J'ai vraiment aimé faire les podcasts à tes côtés. Et vraiment, là, il nous en reste 2 à faire et j'aimerais ça qu'il en reste 20, même si c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il y en aura 3, mais en tout cas, on discutera de ça hors ligne. Ouais. Mais dans tous les cas, les amis, merci encore une fois et à très bientôt. À demain pour le prochain podcast spécial Gold Cup.